J'ai pas de mots pour définir ce que j'ai ressenti vraiment, parce que c'était... Voilà quoi. Hein? Et je voudrais vous poser quelques questions. C'est bien, bon, je suis à ta disposition. Mardi soir et les jours qui ont suivi, je voudrais savoir quel message avez-vous voulu faire passer exactement. Bon, En quelques mots. oui, oui, que ce soit dans mes activités théâtrales, mes activités musicales, picturales ou littéraires, proprement dit, je ne suis pas obsédé par le message. Je dis qu'il y a un double engagement chez tout artiste, qui est d'abord un engagement esthétique. Parce que c'est pas en croyant délivrer un message de combat que l'œuvre va faire son chemin, que l'œuvre va rester. Donc l'engagement est d'abord esthétique, ensuite vient l'engagement qu'on peut appeler politique, idéologique ou social. Mais chez moi, il y a le double engagement. Et l'engagement à caractère politique, social ou sociologique ou idéologique, c'est naturel chez moi parce que ça tient tout simplement de mon enfance et de ma vie. J'ai toujours vécu la vie du peuple haïtien au premier degré. Mon quotidien, il est ancré dans le populaire. Donc je ne fais pas d'effort pour être engagé. Mais ce qui a été le travail important pour moi, ça a été l'engagement esthétique, c'est-à-dire apprendre à écrire, apprendre à peindre, apprendre à m'exprimer par le théâtre et devenir comédien moi-même. C'est ça qui est le plus difficile. Si Mozart, là je vais terminer, si Mozart s'était dit, ou bien Beethoven, à leur époque, qu'ils produisaient des œuvres pour les mineurs, qui eux n'étaient pas à la hauteur de Beethoven, est-ce qu'on aurait aujourd'hui de l'intérêt à écouter Beethoven ou Mozart? Non. Un artiste, il doit d'abord soigner la forme, la manière de dire. Donc quand tu n'es pas d'accord, il faut discuter avec moi. Non, je suis d'accord, je suis Okay. d'accord, oui. Quand on vous dit Haïti, à quoi pensez-vous à l'instant? À l'instant, que je retourne tout de suite. Non, c'est ça. Je vous assure, j'ai terminé mes prestations. Je voudrais être en Haïti tout de suite. Mais ce que je pense de Haïti, je l'ai souvent répété, c'est une terre énigmatique, c'est une terre pleine de mystères, c'est une terre particulière, et là, ce qui est plus important pour moi, Haïti est une terre référentielle. Trop souvent, on oublie que ce qui se passe en Haïti, quand on jette un regard rétrospectif sur son histoire, c'est que tout ce qui se passe en Haïti est comme un prologue à ce qui va se passer ailleurs. On a eu tout récemment un tremblement de terre le 12 janvier 2010, ça va faire 2 ans. Tu n'as pas constaté que depuis lors, chaque 2 jours, chaque 3 jours, il y a un tremblement de terre quelque part. Et ensuite, 1804, quand on l'a eu, tout de suite après, on a eu les différentes révoltes, les révolutions en Amérique latine. Haïti, je ne sais pour quelle raison, mais là c'est une question que je me pose encore et que je pose à ceux-là qui vont avoir l'occasion de regarder ce petit documentaire. Et pourquoi Christophe Colomb? Il y a déjà 5 siècles et plus, pourquoi il a planté la croix chez nous, en Haïti, au Mont Saint-Nicolas? Et pourquoi il a posé les bases, les fondements du colonialisme d'abord en Haïti? Je n'ai pas de réponse parce que je ne peux pas interroger Christophe Colomb, mais je suppose qu'il a été quelque part fasciné par cette terre. Parce qu'il avait déjà visité et posé l'ancre dans pas mal de baies, dans pas mal de pays de l'Amérique. Mais le premier fondement du colonialisme
bon, qui allait devenir un colonialisme afro, parce que axé sur l'esclavage, ça a été chez nous, en Haïti. Qui dit chez nous parce que tu es haïtienne. Alors, vous êtes-vous senti différent des autres à cause de votre couleur de peau ou bien est-ce qu'on vous a traité comme les autres? Tout enfant, bon c'est clair, comme j'ai grandi au Bel Air, dans un quartier populaire, où en Haïti, à l'époque, il n'y avait que des gens à tête foncée. Moi j'ai été un peu particulier avec la couleur de mon épiderme et celle de mes yeux. Et il y a eu de la part des enfants, c'est toujours comme ça, et petit blanc manant, petit blanc pauban, petit blanc cassé côte dans le monde d'un bâtiment, c'est-à-dire c'est le petit blanc pauvre. Mais tout de suite, quand je suis devenu adolescent et puis adulte, les gens ne m'ont jamais perçu comme un étranger ni quelqu'un qui avait la peau blanche. Et cela à cause de ma vie, cela à cause de mon choix. J'ai toujours, c'est sans démagogie, sans vouloir me mettre en valeur que je le dis, j'ai toujours été du côté de mon peuple. J'ai toujours pris fait et cause pour mon peuple, dont la majorité est de tête foncée. Et puis moi, je l'ai souvent dit, je suis un nègre avec la peau à l'envers. D'accord. Qu'est-ce que la diaspora haïtienne pour vous? La diaspora haïtienne, pour moi, c'est d'abord des frères, des compatriotes qui ont été forcés de partir pour certains d'entre eux pour des raisons politiques, mais la majeure partie d'entre eux pour des raisons économiques. Parce qu'il y a des exilés économiques et des exilés politiques. Ça, c'est un fait. Et deuxièmement, avec le temps, la diaspora a connu ce que j'appelle un bon sursaut qualitatif. Parce que les enfants de la deuxième, troisième génération ont bénéficié des structures académiques, des structures éducatives qui manquent chez nous. Et je crois que Haïti ne peut pas, ça je ne le disais pas parce que je parle à une enfant de la diaspora, et Haïti ne pourra jamais prendre son envol si on n'a pas l'apport de la diaspora. C'est-à-dire l'apport sur le plan des compétences. Et chez nous, il faudrait aussi que nous nous arrangions pour qu'il y ait des structures d'accueil. Il y en a qui ont essayé, qui sont venus pour mettre leurs connaissances au service du pays. Il y en a qui sont revenus même avec de l'argent pour investir. Mais tout de suite, n'est-ce pas, ils se sont sentis découragés parce qu'ils n'ont pas été accueillis. Et il y a même un préjugé, ça je le dis, qui n'est pas encore disparu contre la diaspora. C'est la diaspora, c'est-à-dire de manière, avec une connotation négative, c'est des étrangers, c'est des gens qui sont partis. Et toujours avec cette vision que ce sont des gens qui sont à l'aise, qui sont riches, alors que moi, à partir de mes voyages, tous mes parents vivent à l'étranger, à New York, à Boston, à Paris, dans l'Amérique latine. Je sais ce que ça coûte à la diaspora. D'abord, de se faire une vie et ensuite d'envoyer de l'argent aux parents qui sont restés en Haïti. Alors, vous l'avez dit et j'ai appris que vous créez la nuit. Pourquoi la nuit et pas le jour concernant concernant l'écriture, j'écris la nuit parce que il y a le silence et puis il y a la disponibilité aussi. Je sors le matin, mais l'après-midi je peins. C'est-à-dire le matin je sors, je vais en librairie, je vais à une banque, je vais à une pharmacie, je passe voir un ami. L'après-midi je peins, c'est pour la lumière. Parce que quand même, quand on prend de l'âge, j'ai commencé à peindre à 32 ans. Donc ça fait quand même déjà plus de 40 années de peinture. Et puis avec le temps, ma vue, ma vision n'est plus la même. Donc je peins quand il y a la lumière tropicale chez nous, cette lumière intense. Et à partir de 7h, 8h du soir, j'écris jusqu'à minuit. Je me réveille très tôt à 4h parce que je ne dors que 4 heures par jour. Donc j'écris la nuit parce que c'est le meilleur moment pour moi de penser. Parce qu'il y a beaucoup plus d'investissement
et au niveau de la pensée dans l'écriture littéraire que dans l'écriture picturale. Il y a beaucoup plus, moi je le ressens comme ça, je me sens plus, comment dit-on ça, disposé, moins stressé, plus serein quand je peins. C'est-à-dire que l'écriture, pour moi, quelque part, est un mélange de jubilation, mais aussi d'effort, de douleur. Il y a beaucoup plus d'efforts dans la littérature. Là, je vais dire quelque chose qui est très osé. Et on ne peut pas devenir écrivain si on n'a pas fréquenté une école, une université, si on n'a pas appris à écrire, reçu des coups de, comme à mon époque, reçu des coups de règle, n'est-ce pas, sur les doigts, écouter, et puis les conjugaisons. Mais on peut être peintre sans passer par une académie. Ce qui veut dire que, et surtout chez nous, il y a une peinture primitive qui était forte, mais faite par des gens analphabètes. Mais un analphabète ne peut pas devenir écrivain. Devenir écrivain, c'est tout un cheminement. Il faut connaître Rimbaud, Verlaine, il faut lire Apollinaire, il faut lire Jacques Romain, il faut lire, je ne sais pas, Lionel Trouillot, il faut lire Franck Etienne, il faut lire Aimé Césaire. Tandis que on peut peindre sans avoir vu une œuvre de Goya, sans avoir vu une œuvre de Picasso, une œuvre de Dali. Et pour finir, si je vous dis Toto Bicente, à quoi pensez-vous? Eh bien, je pense d'abord à l'ami que j'ai eu. Elle était une très bonne amie à moi. Et ça a été une chanteuse, une interprète extraordinaire qui nous a rendu beaucoup de services au moment où il y avait la dictature des Duvalier. Donc, Toto Bicette a été très proche de moi. Ça a été une très bonne amie à moi. Donc, ça m'a procuré beaucoup de joie quand j'avais appris que, au cours de ce spectacle-là, qu'elle avait interprété une chanson qui explique toute la misère, tous les malheurs, tous les dégâts, tous les désastres, tous les échecs de notre cher Haïti. Et la chanson Dey. Et au cours de cette chanson a été ponctuée par des passages tirés de Des Affiches. Tu sais que Des Affiches, c'est le premier roman antillais, le premier roman créole, le premier roman moderne que j'ai produit en 1975.